Aujourd'hui, je voudrais parler de compréhension. C'est un truc absolument fascinant avec des implications dans tous les sens. Il est étonnamment difficile de répondre à la question qu'est-ce que comprendre quelque chose? Cette fois encore, je ne prétends pas ici présenter une preuve validée par la communauté scientifique. J'exprime simplement une opinion, il est tout à fait possible que je sois à côté de la plaque. Ça commence avec l'histoire d'un prof de physique aux États-Unis qui fait rentrer les élèves dans sa classe et leur montre un radiateur à côté duquel se trouve une grande plaque de métal. Il leur demande de toucher la plaque et les élèves découvrent, à leur grand étonnement, que la plaque est froide côté radiateur et chaude de l'autre côté. Il leur demande, à votre avis, pourquoi? Certains disent, c'est une histoire de convection. D'autres tentent, c'est la conduction thermique. Ou, c'est une question d'alliage de l'acier. Pas un ne donne la bonne réponse. Mais au fait, c'est quoi la bonne réponse? Eh bien, la bonne réponse, c'est je ne sais pas. Parce qu'en fait, le prof a retourné la plaque 30 secondes avant que les élèves n'entrent dans la classe. Le problème, c'est que le système éducatif tend à récompenser les élèves s'ils donnent la bonne réponse. Mais on ne vérifie pas s'ils ont effectivement compris la réponse qu'ils donnent. On ne se préoccupe pas assez de savoir s'ils ont appris. Dans cette histoire, les élèves fouillent dans leur mémoire et essaient de trouver ce que le prof veut entendre. Un peu comme s'ils cherchaient à deviner son mot de passe. Mais s'ils avaient effectivement compris la convection ou la conduction thermique, ils n'auraient pas pu donner cette réponse, car ces lois n'expliquent pas ces phénomènes, bien au contraire. Croire en quelque chose, ça suppose de s'attendre à ce que certains phénomènes soient possibles, et surtout, à ce que certains phénomènes soient impossibles. Je vais faire une vidéo là-dessus bientôt. Ce travers du système éducatif ne s'arrête pas à l'école. Ce rapport à la connaissance perdure à l'âge adulte. On pourrait faire une petite analogie. On peut aller à la salle de sport pour faire de la gonflette, se sculpter un corps d'Apollon et se regarder dans le miroir pendant des heures. On peut aussi aller à la salle pour travailler quelque chose en particulier, sa force pure, son explosivité, sa puissance, ses appuis. Autre exemple, on peut modifier sa voiture pour qu'elle ait l'air plus sportive, en ajoutant un aileron, un bas de caisse ou je ne sais quoi, j'y connais rien en voiture. Mais on peut aussi faire ce qu'on appelle de la préparation moteur. On ne touche pas tellement à son allure, mais la voiture est devenue beaucoup plus performante. C'est pareil avec la culture et le savoir. On peut lire de la philosophie ou de la littérature, on peut aller au cinéma, au théâtre, voir des expositions. Si ce n'est pas dans le but de développer une puissance spécifique, il y a de bonnes chances que ce soit l'équivalent du bodybuilding. C'est la culture pour la culture. Tiens, d'ailleurs, vous savez comment ça s'appelle en français. Un bodybuilder, c'est un culturiste. Si un bodybuilder ne fait que de la gonflette et oublie de travailler sa souplesse, ses tendons et ses ligaments, il est possible que ses gros muscles l'empêchent d'être vraiment performant. De la même manière, avoir la mémoire pleine de références culturelles, si on ne travaille pas son raisonnement, ça peut faire obstacle à la pensée. Ça peut rendre plus difficile l'accès à une réflexion juste. Dans son abécédaire, Deleuze dit qu'il n'est pas quelqu'un de cultivé parce qu'il n'a pas de savoir de réserve. Ce que j'apprends, dit-il, je l'apprends pour un travail et ensuite j'oublie tout. C'est un peu la même idée. On peut prendre une dernière métaphore avec l'informatique. On pourrait se contenter de l'OS par défaut et ajouter plein de logiciels gourmands remplis de fonctions dont on ne se sert jamais. Ça va ralentir l'ordinateur. Ou alors on choisit un modèle open source, on apprend à programmer et on conçoit l'interface optimale. Apprendre à comprendre, c'est reprogrammer son logiciel mental. C'est mettre les mains dans le cambouis pour se customiser et se rendre plus performant. Même si souvent, plus performant veut aussi dire plus prudent dans l'ordre de la pensée. Très peu de gens ont cette relation à la culture. Pourquoi ce désir d'engranger du savoir sans but précis? Peut-être que c'est pour briller dans les soirées, pour démontrer sa supériorité culturelle. Peut-être. Mais je crois qu'il y a des raisons plus profondes. D'abord, j'ai l'impression qu'on aime les conclusions. On aime ce qui donne un sentiment de maîtrise. C'est ainsi, je le sais, je peux considérer cela comme acquis. Toute expérience de propriété, d'acquisition est rassurante pour l'humain. Ça lui donne l'impression de contrôler sa vie un peu plus. C'est exactement ce que nous offre une conclusion, de la clôture. Ça délimite, donc ça rend l'idée plus facile à manipuler. Et puis la conclusion, c'est la fin. Et on a tendance à penser que c'est la fin qui donne de la valeur au trajet. On retrouve ça dans cette drôle d'expression « rira bien qui rira le dernier », comme si le rire final avait une valeur supplémentaire. Mais on pourrait se demander, si deux amis se font des farces, vaut-il mieux rire beaucoup en premier ou rire un peu en dernier? Bon, là je digresse, mais cette question ne m'apparaît pas tout à fait sans intérêt. Ce que je voudrais interroger, c'est une possible tendance en fait à survaloriser les conclusions, comme si la connaissance à laquelle on aboutit était la seule chose qui compte. Je reconnais bien sûr que la conclusion est parfois un nouveau point de départ, mais la valeur de cette nouvelle quête pourrait bien à son tour être projetée dans une finalité externe à la quête elle-même. En fait, on pourrait dire ceci, une pensée c'est une vague, et la conclusion c'est l'écume de la vague, l'aboutissement. Le problème c'est qu'à moins d'être un expert en vagues, il est très difficile de distinguer l'écume d'une grande vague puissante de l'écume d'une petite vaguelette pourrie. Ça se ressemble énormément.
Et c'est d'ailleurs pour ça, je crois, que des pseudo-intellectuels peuplent les médias. Ils font beaucoup d'efforts pour présenter une écume choquante, facile à retenir, et cela fait écran à la vague qui en est la cause. Si l'objectif est de comprendre quelque chose au sens où, contrairement aux élèves du début de la vidéo, on serait capable de l'appliquer pour résoudre soi-même des problèmes, alors sans doute faut-il s'attacher à comprendre les étapes de la démonstration et ou comprendre le contexte au sein duquel émerge la proposition. Ça permet de découvrir 1. La structure même du raisonnement et 2. La situation qui l'a fait naître. Ce qu'il ne faut pas négliger car on pourrait dire que la hauteur des vagues dépend de l'environnement où celles-ci se forment. Certains seraient peut-être tentés d'ajouter qu'il ne s'agit pas seulement de prendre la vague, mais de savoir vers quel rivage elle peut nous porter. Et en effet, il ne paraît pas très périlleux d'avancer l'hypothèse selon laquelle les pensées et les raisonnements, parce qu'ils produisent une vision du monde, nous emmènent vers des modes d'existence associés à cette vision. Et ces modes peuvent avoir des tonalités très différentes. Tous ne sont pas aussi joyeux, aussi sereins ou aussi altruistes par exemple. Il y a évidemment un nombre colossal de paramètres possibles. Mais attention alors à ne pas instrumentaliser à nouveau la vague au profit de la destination. Je ne dis pas que la destination n'a aucune importance, évidemment qu'elle est tout à fait centrale dans la pensée. Je veux seulement laisser entendre qu'il est possible qu'on sous-estime l'importance de la manière avec laquelle on s'y rend. Ou, pour le dire autrement, la relation qu'on entretient avec une pensée ou avec une croyance dépend de la manière avec laquelle on l'a adoptée. Et on la défendra d'ailleurs différemment auprès d'autrui selon les cas. Parce que le trajet compte plus qu'on ne le pense. Et pourtant, ce n'est pas les clichés qui manquent. Donc développer une culture rationnelle de la pensée, cela supposerait dans ce cas d'évaluer les raisonnements 1 du point de vue de l'objectif, c'est-à-dire selon que le raisonnement est efficace ou non relativement à la fonction qu'on lui donne, et 2 du point de vue du moyen lui-même, c'est-à-dire indépendamment de l'objectif. C'est interroger la manière qu'on a choisie pour poser et résoudre les problèmes. Cela fait intervenir entre autres des questions d'échelle. Est-ce que je me préoccupe de penser le microscopique ou le macroscopique, la partie ou le tout? Le rapport au langage, est-ce que j'emploie le sens commun, est-ce que j'essaie de produire de nouvelles significations? Ou le degré de vraisemblance visé, etc. Le moyen que l'on choisit pour penser le monde a un coût et une rentabilité propre qui dépendent d'un autre type d'objectif. Cela veut dire qu'il faut se demander, dans mon évaluation des conséquences du raisonnement, sur quoi est-ce que mon regard se concentre? Les conséquences explicites, c'est-à-dire les implications théoriques de la proposition, si l'argument est valide, si l'hypothèse est crédible, si les données confirment ou infirment, très bien, c'est normal. Mais est-ce que je regarde aussi les implications éthiques de la proposition, au sens large du terme éthique, c'est-à-dire tout ce qui tient à l'éthos, à la manière qu'on a de conduire sa vie? Encore une fois, ma proposition doit être pensée en termes de spectre ou de proportion. Je n'encourage pas à abandonner l'évaluation des conclusions, mais à se demander la place qu'on donne à l'évaluation du trajet dans l'abord d'un raisonnement. Et je crois qu'il serait souhaitable qu'un penseur n'explicite pas seulement le résultat de son travail, mais également son choix de travailler ainsi, sur tel objet et de telle manière. C'est important pour la communication. Si on ne s'attache qu'aux conclusions, ça donne vite des discussions de sourds absolument stériles. On ne peut pas vraiment comprendre une position si on ne sait pas ce qui fait qu'on a fini par l'adopter. Pour en revenir au surf, ce qui est chouette, c'est qu'un surfeur ne pense pas être l'auteur de son ride. Il sait qu'il est le co-auteur du ride. Parce qu'il est impossible de faire un bon ride sans une bonne vague. C'est bien pour ça d'ailleurs qu'ils se réunissent tous là où il y a les meilleures vagues. Eh bien, j'ai l'impression que c'est pareil avec la pensée. Si on ne regarde que la conclusion, on peut avoir du mal à saisir ce que la pensée implique. Pour savoir le mode de vie qu'un raisonnement suppose, il faut surfer la vague. Et donc il faut fréquenter un peu l'océan pour apprendre à distinguer d'un côté les murs, les pensées qui sont des défis en même temps que de vrais tremplins mentaux, et de l'autre, les petites vaguelettes de la Côte d'Azur qui ne permettent rien du tout. Apprendre à penser, c'est donc aussi apprendre à sentir les vagues auxquelles on a affaire pour savoir si on veut les surfer. Je sais que ça ne semble pas très rigoureux, mais je crois que le danger auquel on pense quand je dis des choses comme ça, danger qu'il faudra aborder spécifiquement dans une vidéo à part bientôt, puisque c'est le danger lié à toute diffusion de connaissances ou d'idées, je crois que ce danger diminue considérablement quand on prend conscience, une fois qu'on s'engage à surfer, qu'aucune pensée n'est absolument sans conséquences idéologiques. Toute production de savoir, aussi neutre se souhaite-t-elle, projettera une image de l'homme plutôt qu'une autre, et celle-ci aura des effets politiques. On peut déclarer que ce n'était pas là notre intention, ça ne change pas grand-chose. Parce qu'on pourrait répondre, nul n'est censé se désintéresser des conséquences morales de ses actions. Cela suppose bien sûr d'interroger entre autres la différence entre les approches réductionnistes d'une part et holistiques d'autre part. Toutes deux ont leur puissance et leurs limites, et sans doute est-il souhaitable de savoir basculer de l'un à l'autre selon les contextes. Pour schématiser très grossièrement, ce que le réductionnisme gagne en précision, il le perd en termes de sens. C'est comme avoir l'œil sur l'atome sans voir la molécule dont il fait partie. Ce que la vision holistique gagne en termes de vue d'ensemble,
de capacité à produire du sens moral et métaphysique, disons, elle le perd en rigueur et en solidité. Elle permet des énoncés parfois douteux et peine à faire consensus, même en son sein. Mais la question du consensus, c'est un vrai bordel, et comme je disais, on verra ça plus précisément plus tard. Toujours est-il que si la question de départ était « Avez-vous compris ?», la réponse pourrait être la suivante. Comprendre un énoncé, c'est comprendre ce qu'il dit, c'est comprendre le raisonnement qui permet son énonciation, c'est comprendre le contexte qui permet l'émergence du raisonnement, et c'est comprendre les implications éthiques et politiques de l'énoncé, relativement à ce qu'il dit, c'est-à-dire l'écume, et à la manière de penser, c'est-à-dire la vague. Tout ça pour dire que toute croyance s'inscrit dans un système de valeurs et qu'il est impératif de l'interroger consciemment. Ce qui suppose de regarder en arrière, sur quel système de valeurs je m'appuie, et en avant, quel système de valeurs est-ce que je promeux. La règle d'or du patient zéro, ça pourrait être « Mes croyances déterminent mes actions, et mes actions ont des conséquences sur le monde ». Il faudrait ajouter « au-delà de la seule conscience qu'on en a ». Ça veut donc dire qu'il faut interroger ses croyances et les effets qu'elles ont sur le monde. Tous les concepts et toutes les valeurs ont une histoire politique, c'est-à-dire qu'ils sont liés à des ethos, à des façons de vivre, des manières de concevoir le monde et la place d'autrui. Il serait naïf de croire que la valeur de vérité échappe à ce constat. Elle aussi s'est construite dans le temps, et notre rapport à elle est intriqué à nos désirs de transcendance autant qu'à nos rêves de pureté. Ce n'est pas parce qu'on s'occupe de vérité que notre point de vue n'est pas situé. On pourrait ainsi présenter la chose. Toute pensée doit tenir sur deux jambes, sur deux prises de conscience. D'abord qu'une croyance prétend toujours être rationnelle. Il faut donc interroger la solidité des arguments qui la soutiennent. Et deux, qu'une croyance n'est jamais neutre. Elle est toujours en relation avec un système de valeurs. Soit une relation d'approbation, soit une relation de refus. Aussi, une croyance promeut un certain nombre d'attitudes tacitement liées à sa prise de position relative aux dits systèmes de valeurs. Toute action a une portée politique, plus ou moins directement, ou plus ou moins grande selon les cas évidemment. Mais il serait naïf, voire malhonnête, de croire que l'on peut y échapper. C'est tout pour aujourd'hui, à bientôt.